En manchette aujourd'hui, 2 nouvelles rues près du boulevard René-Lévesque. Il y a un an, le pont du Buc fermait. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du lundi 9 décembre 2014. Le promoteur Boussix Incorporé développe actuellement 2 nouvelles rues dans le secteur du boulevard René-Lévesque dans l'espoir de faciliter la vente de ces terrains. Les actionnaires de l'entreprise ont décidé de préparer l'espace à titre préventif afin d'être prêts pour d'éventuels acheteurs. Anne-Sophie Saint-Gelais, le projet est déjà en marche depuis près de 2 ans. Effectivement, Christophe, le promoteur souhaite développer le secteur depuis plusieurs années. Les travaux des 2 artères ont toutefois commencé en janvier 2013 afin de faciliter la vente. Trouver des investisseurs pour installer des commerces dans le secteur du boulevard René-Lévesque est une tâche bien difficile. Avec le développement des rues Adélard-Bouchard et Alfred-Lamontagne, les futurs acheteurs peuvent maintenant s'installer beaucoup plus rapidement. On est légal. Autrement dit, c'est mis légal, tant au niveau de la ville que du ministère. Et on est prêt à se virer de bord demain matin pour ouvrir, vendre des terrains et les ouvrir. Les travaux se font en collaboration avec la municipalité et le ministère de la Faune. Promotion Saguenay est aussi un allié important pour trouver des acheteurs. On a voulu se mettre au diapason avec Promotion Saguenay parce que Promotion Saguenay, c'est un gros partenaire dans la ville pour les développements. M. Fortin admet que pour le moment, le nombre d'intéressés est faible, mais croit que dans quelques années, il pourrait y avoir une plus grande demande. On attend que ça, d'avoir un terrain qui se développe, ça entraîne les autres. Mais on est ouvert à ça. Mais va-tu être en 2015 ou 2016, on ne sait pas. Aucune date n'est encore prévue pour la fin des travaux. Toutefois, M. Fortin assure que le travail peut être fait en parallèle avec d'éventuels acheteurs. Anne-Sophie Saint-Gelais, ATM Nouvelles, Saguenay. Plus de 85% des électeurs de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean se sont montrés favorables au projet de désignation des terres lors du référendum qui avait lieu hier. Le parc industriel et le pôle commercial de Masteuiatche ont été désignés à des fins de location. La location des parcelles de terrain permettra aux entreprises souhaitant s'établir à Masteuiatche de placer leurs biens en garantie pour se financer. Il y a un an aujourd'hui, le pont du Buc de Chicoutimi combattait les flammes. Le 9 décembre 2013, un fort incendie s'était déclaré dans un échafaudage sous la structure, ce qui avait nécessité la fermeture du pont durant 2 semaines. Pour l'occasion, une marche est organisée demain afin de souligner la solidarité dont la population avait fait preuve lors des événements. Le temps des fêtes n'empêchera pas la centrale des syndicats nationaux de la région de contester les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Les présidents de la CSN régionale et de la Fédération de la santé et des services sociaux manifesteront le 20 décembre devant les bureaux du premier ministre à Saint-Félicien. Un reportage de Jérémy Legault. La division régionale de la centrale des syndicats nationaux ne fera pas de cadeau de Noël au premier ministre. Avec sa parade du 20 décembre, la CSN convoque population et syndicats à venir manifester contre l'austérité. Donc une activité qui serait là, bien sûr festive, mais qui enverrait au premier ministre un message clair à l'effet que nous allons l'inviter à réfléchir un peu aux conséquences des décisions de son gouvernement. Gaston Langevin a tenu à souligner que l'idée de la parade de Noël ne vient d'aucun conseil d'administration. C'est les membres à la base qui nous ont demandé d'organiser une activité à l'approche du temps des fêtes. De plus en plus, les membres à la base sont mobilisés. Parallèlement à cette annonce, le président de la CSN a dévoilé le nouvel outil de mobilisation de l'organisme. Le Conseil central a fait l'acquisition d'une cantine mobile qui sera bien sûr utilisée là, dans la campagne de Refusons l'austérité. M. Cotenoir a l'intention d'envoyer la cantine mobile dans les milieux de travail des membres de la CSN. En distribuant café et galettes, la centrale veut se rapprocher de ses syndiqués. Mais surtout d'avoir un outil qui est autre que l'Assemblée générale ou le Conseil syndical de syndicats pour aller rencontrer nos membres. Selon la CSN, la parade et la cantine vont faire augmenter la pression sur le gouvernement libéral. Angélbert Cotenoir, quant à lui, peut déjà palper les résultats de la campagne lancée il y a 9 semaines. Donc l'invitation au public a été lancée pour la parade de Noël du 20 décembre à Saint-Félicien par la CSN et il sera possible d'avoir le calendrier des événements de la cantine Refusons l'austérité sur sa page Facebook. Jérémy Legault, ATM Nouvelles. Les frais d'avocat pour la défense de l'ex-conseiller Fabien Ovington ont coûté 28 500 $ à Saguenay.
Le 20 octobre, M. Ovington a été sanctionné par la Commission municipale du Québec pour avoir voyagé à Nice aux frais du Festival forestier de Shipsha. Fabien Ovington a remboursé un montant de 17 000 $ à la ville de Saguenay à la suite de la décision de la Commission. Le port d'Escale de la Baie a accueilli au cours de la saison 2014 38 % de plus de visiteurs que l'année dernière. 44 000 voyageurs et membres d'équipage ont visité le quai d'Escale. Pour le fleuve Saint-Laurent, on parle d'une augmentation de 20 %, signe que le portrait régional des croisières internationales se porte bien, selon la responsable des relations publiques de Promotion Saguenay, Ruth Vandal. Le syndicat de la fonction publique et parapublique régionale craint la prochaine convention collective, annonce le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Le gouvernement Couillard prévoit 2 ans de gel salarial touchant les employés du secteur public. Pour nous en parler, ma collègue Julie Levasseur a rencontré la présidente régionale du syndicat de la fonction publique, Brigitte Claveau. On l'écoute. Bonjour, Madame Claveau. Bonjour. Comment entrevoyez-vous les négociations avec le gouvernement? Alors, c'est sûr qu'on entrevoit les négociations de façon assez difficile. Si on se fie à ce qu'on a vu dans les journaux, sur ce qui circule sur Facebook notamment, ça ne s'annonce pas très bien puisqu'on nous offre, et là c'est de façon hypothétique, on sait que nos demandes officiellement, en fait la réponse du gouvernement sera seulement déposée le 15 de décembre. Alors ce qu'on sait, c'est qu'ils vont nous offrir absolument rien pour les 2 premières années et par la suite peut-être 1 % par année pour les 3 années suivantes, alors que nous, c'était pas du tout notre demande du départ. Donc oui, effectivement, on pense que les négociations seront très difficiles. Puis quelle est l'augmentation salariale souhaitée par le syndicat? En fait, ce qu'on demande pour nos membres, c'est 4,5 % par année pour une période de 3 ans, ce qui fait un total de 13,5 %. Il faut comprendre que c'est des demandes en front commun. Le front commun est composé de la CSN, de la FTQ, ainsi que du secrétariat intersyndical des services publics qui font partie de ce service-là. C'est dans le fond le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, ainsi que la PTS et la CSQ. Donc, c'est des demandes en front commun, là, c'est le 13,5 % là, qui compte en fait, c'est 4,5 % par année, ça veut dire donc 2 % pour le rattrapage salarial, puisqu'on a un écart selon l'Institut du Québec de la statistique de 8,3 % avec les autres salariés. Même les salariés du privé syndiqués également. Donc, un écart salarial à aller chercher. Ensuite, un 2 % pour contrer la hausse du coût de la vie et un 5 % là, additionnel pour des ajustements ou pour des ajustements annuels, là, pour des redressements annuels pour ceux qui sont les plus à faible revenu dans nos syndicats. Puis, selon vous, est-ce qu'il va y avoir des négociations ou on va voir seulement un décret comme avec le gouvernement Charest en 2010? Bien, on espère que ce gouvernement-là va quand même négocier. C'est la dernière convention, on a eu quand même une convention négociée. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'ils vont être de bonne foi, puis que c'est sûr qu'on va s'opposer s'ils ne veulent pas négocier. Là, on veut avoir notre mot à dire, d'autant plus que, je veux dire, dans la fonction publique et parapublique, on a donné beaucoup là, depuis les 10 dernières années là, au niveau des employés de l'État. On a été touchés par toutes sortes de mesures. On a des baisses d'effectifs, on a eu des gels d'embauche. Au niveau des remplacements des retraites, c'est 1 sur 2. Si vous prenez le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est encore pire, c'est 4 sur 10. Alors, je pense qu'on a donné beaucoup. On est en surcharge de travail. Je pense qu'on se doit d'avoir une négociation là, et non de se faire mal traiter de cette manière. On ne veut pas se faire traiter de cette manière-là. Puis qu'est-ce que le syndicat pense faire s'il n'y a pas de négociation? Bon, en fait, le syndicat, c'est les membres que nous représentons. Hein. En fait, ce sont eux qui vont prendre des décisions par rapport à quelles seront leurs réactions s'il y a un décret. Je ne peux pas vous le dire. Donc, chaque membre est invité à une assemblée générale et à se prononcer. Puis, c'est là qu'on décide finalement qu'est-ce qu'on va faire, si on va protester, de quelle manière et tout ça. Donc, ça sera eux, là, c'est tous ensemble finalement là, qu'on va prendre des décisions. Puis, qu'est-ce que le syndicat pense d'un gel salarial pendant 2 ans?
Un gel salarial pendant 2 ans, c'est impossible. Pas avec, avec le retard salarial qu'on a actuellement. Il faut comprendre qu'un employé de l'État, c'est quelqu'un qui retourne, qui va vivre aussi toutes les augmentations, là, toute la tarification qui est annoncée par ce gouvernement, augmentation de l'Hydro-Québec, augmentation du panier d'épicerie, augmentation de l'immatriculation, en fait. Donc, doublement coupé. Et si tu es coupé en plus au niveau salarial, tu n'as aucune augmentation, puis il faut vivre avec l'austérité, puis avec toutes les coupures annoncées actuellement, bien, je pense que c'est inacceptable. Puis la dernière fois qu'un gel salarial a été imposé était en 2004. Est-ce que la possibilité d'un autre gel vous surprend? Non, ça ne nous surprend pas tellement, voyez-vous, avec les 2 commissions permanentes, la commission sur la fiscalité, avec la commission permanente des programmes, où on veut tout changer, tout revoir sans consulter. On veut diminuer totalement. On ne prend pas le temps d'analyser les choses. On n'est pas surpris de ce genre de façon de faire de ce gouvernement-là, qui manque de respect, là, je pense. Puis, outre la question du gel salarial, quelles sont les revendications du syndicat? En fait, chaque accréditation, fonctionnaire, ouvrier, on a fait nos propres demandes et on a 3 priorités, c'est sûr, c'est le salaire. La deuxième chose, c'est une augmentation là, de la part de l'employeur au niveau des assurances collectives et le cheminement de carrière aussi qui est important, puisqu'on a toujours, bon an, mal an, environ 30 à 35 % de personnel qui n'a pas de sécurité d'emploi, qui est toujours... qui vit avec, qui sont sur des contrats. Alors, donc, on souhaite que nos priorités soient entendues par ce gouvernement. Merci, Mme Claveau. Merci. À vous, Christophe. C'était Julie Levasseur qui s'entretenait avec la présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Brigitte Claveau. La soprano Marie-Ève Munger, le chanteur et musicien Steve Desgagnés ainsi que le chanteur soliste Alain Labrie ont été intronisés au Club des ambassadeurs d'Arvida. Ils deviennent donc les 20e, 21e et 22e arvidiens à recevoir pareil honneur. Arnaud Koenig-Soutière, c'était une cérémonie à saveur musicale hier. Oui, Christophe, les 3 intronisés sont issus du domaine musical. Ils ont tous les 3 tenu à souligner leur gratitude. On écoute Marie-Ève Munger. Fière de venir à l'Arvida. Je trouve ça important de préserver, si on peut encourager un peu la population et les autorités de conserver le patrimoine, et l'histoire et la beauté. Très touché. Je veux dire qu'on ait pensé à moi, premièrement, parce qu'il me semble que j'ai rien fait non plus, j'ai pas sauvé de vie. À quoi sert le Club des ambassadeurs d'Arvida? Eh bien, il vise à inciter les personnalités connues d'Arvida à faire la promotion du secteur à travers le monde pour son patrimoine, son histoire et ses valeurs. Et ça s'inscrit dans les démarches d'Arvida afin d'être reconnu par l'UNESCO comme un territoire historique et protégé. Et le destin a bien fait les choses pour 2 des chanteurs honorés. Oui, en effet, Alain Labrie et Steve Desgagnés se connaissent bien au-delà de la chanson. Ils ont grandi ensemble, ce sont des amis d'enfance. Et puis, s'ils ont été honorés hier ensemble, eh bien, c'est un concours de circonstances, puisque les organisateurs ne savaient absolument pas les liens étroits qui unissaient les 2 hommes. On les écoute. Aujourd'hui, ben, je me dis que la Terre est ronde parce que, regarde, on revient et on est là toutes les 2 en même temps. C'est pas stagé, on n'a pas... parce que les gens ne savaient même pas qu'Alain et moi, on était... J'en revenais pas. Quand le message m'a été envoyé sur Internet, c'est quasiment un cadeau. C'est plus un beau cadeau de Noël. Donc, Alain Labrie est fraîchement débarqué au Québec pour passer le temps des fêtes avec sa famille. Quant à Marie-Ève Munger, elle s'envolera prochainement pour New York afin d'y offrir 1 mois de spectacle. Steve Desgagnés et son Grace Band offriront 2 performances à Saguenay les 18 et 20 décembre prochains. Quant au Club des ambassadeurs, ils introniseront un autre nouveau membre le 16 décembre, alors que le planchiste olympique François Bourque va être intronisé. C'est un rendez-vous. Merci, Arnaud. De rien, Christophe. L'hôpital de Jonquière présentait hier le vernissage de 9 œuvres de la collection Territoire imaginé de l'Auto-Québec. Cette exposition récompense la nomination du C3S au gala annuel des prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux de 2012. Sterling Forestal, l'exposition va mettre de la couleur dans le quotidien des usagers.
Oui, Christophe, plusieurs membres du conseil d'administration du C3S de Jonquière ont pris part à ce vernissage qui les honore, un partenariat qui va mettre de la gaieté dans l'environnement habituellement maussade que représente un hôpital. Sur les murs, on peut compter 5 artistes différents pour un total de 9 œuvres, dont 2 de Denis Langlois qui étaient présents au vernissage. J'ai l'amour de la communication aussi. C'est pour ça que je suis content que ce soit ici. Quelqu'un qui va être assis là, puis qui attend son diagnostic, là, il va jeter un coup d'œil là-dessus, mais il va peut-être se mettre à rêver un peu. Là. Ça va faire du bien. C'est sûr que nous, comme établissement de santé, c'est très intéressant de pouvoir accueillir des œuvres d'art sur nos murs, de pouvoir égayer un milieu qui, souvent, quand on s'y présente, c'est parce qu'on est soi-même malade ou on vient visiter un proche qui ne va pas très bien. Donc, la C3S de Jonquière a adhéré à Plaintree, une approche qui vise à personnaliser et humaniser les soins et les services. Le cheminement par les arts est d'ailleurs l'une des composantes de cette philosophie. Hormis l'aspect d'égaiement des lieux, c'est aussi une ouverture au grand public. Très bien. Donc, c'est certain d'avoir des œuvres d'art, c'est très attrayant et ça permet aussi de faire découvrir à la population tout le patrimoine culturel québécois et faire rayonner nos artistes régionaux. L'art n'est pas que pour une classe privilégiée, qu'elle serait pauvre ou riche, et c'est pour tout le monde. Et ici, dans l'hôpital, je trouve ça très bien. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la valeur patrimoniale d'une œuvre comme cela. Il y a aussi la valeur financière d'une œuvre comme celle d'Arthur Villeneuve. Mais à plusieurs milliers de dollars, il y a une œuvre comme ça. Vous aurez l'occasion de le découvrir, vous aussi, en vous promenant à travers les corridors. C'est effectivement très réussi. Ces œuvres resteront au C3S de Jonquière pour les 10 prochaines années. Les employés du C3S, les bénéficiaires et les visiteurs auront amplement le temps d'apprécier cette riche exposition du terroir régional. Sterline Forestal, ATM Nouvelles, Saguenay. Lors de la finale du gala de boxe entre Jean Pascal et Roberto Bolonti samedi soir au Centre Bell, les amateurs ont eu droit à une fin de combat controversée. Ce matin, des preuves audio et vidéo prouvent que Roberto Bolonti a faim d'être vaincu. Jean-Philippe Brassard, pouvez-vous nous expliquer en détail ce qui est arrivé? Bien, tout d'abord, le gala a été maudit du début jusqu'à la fin, Christophe. Après le retrait de la tête d'affiche Luciane Boutet pour une blessure au dos et du désistement de du premier adversaire de Jean Pascal, Donovan George, pour des raisons personnelles, mais la finale s'est vraiment terminée dans une controverse. Après une demande de bris de l'arbitre, donc une séparation des deux boxeurs, Jean Pascal a asséné un coup vicieux à Bolonti directement à la mâchoire. Et justement, Bolonti est tombé au sol et ne s'est jamais relevé. Et justement, ce matin, des vidéos sont sorties qui montraient le promoteur de Bolonti mentionner à son boxeur de rester au sol et de ne pas bouger. Et qu'est-ce qui a poussé Bolonti à agir ainsi? Bien, plusieurs raisons peuvent avoir motivé sa décision. Premièrement, l'argent. La frustration, le temps et la victoire par disqualification de Jean Pascal. Donc, c'était une chose possible si jamais le geste était pas correct. Donc, il aurait pu disqualifier Jean Pascal. Donc, j'ai rencontré le copromoteur d'Impact Sport Production, Michel Desgagnés. Il avait son opinion sur la question. On l'écoute. Posé que le gars il est monté dans le ring, tout simplement, puis il avait comme le cœur gros. Il monte dans le ring, puis là, il s'est dit peut-être, ben regarde, OK, à la première occasion, je vais me coucher en conséquence. Et Jean-Philippe, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour le geste de Bolonti? Bien, il peut y en avoir, c'est pas sûr encore, mais en ce moment même, un recours est en discussion contre le clan de Bolonti de la part d'Interbox, donc le clan Jean Pascal. Mais selon Michel Desgagnés, si Bolonti a vraiment triché, il y aura des conséquences. On l'écoute encore. C'est vrai qu'il a triché. S'il n'y a pas eu de malaise, bien, je pense que il va sûrement avoir une pénalité quelque part. Moi, je ne sais pas si un professionnel, tu peux avoir une suspension. Mais il va remettre sa bourse. Et l'arbitre avait visiblement disqualifié Pascal au départ. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'idée? Bien oui, justement. L'arbitre Michael Griffin l'avait disqualifié, mais après avoir discuté avec les juges lui ont mentionné que ce n'était pas un geste intentionnel de la part de Pascal, qu'il avait mal entendu la demande de bris de l'arbitre. Donc, l'arbitre vraiment a décidé de donner un combat sans décision pour le combat. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour Jean Pascal? Bien, Jean Pascal avait déjà un combat prévu contre Sergei Kovalev en mars prochain. Donc, Sergei Kovalev qui est le champion unifié des poids mi-moyens. Donc, vraiment, le combat n'est pas en péril. Jean Pascal va bel et bien affronter Sergei Kovalev en mars prochain.
Et Jean-Philippe, vous avez aussi, sur le plan régional, vous avez assisté au banquet annuel de l'équipe de football des Gaillards du Cégep de Jonquière. Il y a d'ailleurs un joueur là, qui a gagné le prix du joueur le plus utile. Oui, donc il s'agit de Mathieu Poulain. Donc, il était vraiment content, Christophe, d'avoir remporté ce prix. Il était même sans mots. Il faut le mentionner, il termine sa carrière de footballeur, non seulement en tant que Gaillard, mais en tant que joueur de football tout court. Donc, il prend sa retraite du football, mais il ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin pour sa carrière, justement. Et pour imager ça, il a mentionné que c'était comme mettre un beau vernis sur une belle table, ça finit bien le travail. Comme vous l'avez dit, c'était sa dernière saison. Est-ce que c'était le seul joueur à disputer sa dernière saison à Jonquière? Avec Mathieu Poulain, il y a 9 autres joueurs qui vont terminer leur carrière avec les Gaillards. Certains vont continuer à l'université, d'autres vont simplement arrêter aussi. Et donc, l'entraîneur-chef François Laberge, lors du gala, était d'un très beau discours envers ses vétérans. On l'écoute. Que vous ayez joué 1, 2, 3 ou 4 saisons pour les Gaillards, vous allez toujours être des Gaillards, puis vous allez toujours être les bienvenus au Cégep de Jonquière. Puis n'hésitez pas à venir nous voir, ça va toujours nous faire plaisir de vous accueillir. Puis également, je vous souhaite que du succès dans votre vie. Et Jean-Philippe, est-ce qu'il y a eu d'autres distinctions qui ont été remises ce soir-là? Oui, il y a plusieurs prix qui ont été remis, mais les plus importants étaient ceux de joueurs offensifs et défensifs de l'année qui ont été remis respectivement à Charles-Éric Lepage et Marc-Antoine Jacques. Il y a aussi celui de la recrue de l'année qui a été remis à Antoine Routier, qui lui a mentionné être très content de recevoir ce prix, que ça prouvait que les sacrifices qu'il a faits durant toute la saison ont porté fruit à la fin. Et je dois aussi mentionner que les joueurs de ligne offensive et défensive, Luc Turgeon et David Baudette, ont été nommés joueurs de leur ligne, respective par excellence dans la section Nord-Est, Division 3. Ça a été nommé par le Réseau du sport étudiant du Québec. Et là, la saison est terminée. Quelles sont les attentes pour la prochaine saison? Les attentes sont très élevées pour la prochaine saison. Christophe, cette année, ils ont fini avec un beau dossier de 5 victoires et 3 défaites. Donc, les jeunes, ils ont une très bonne relève. Les jeunes ont pris beaucoup d'expérience avec la saison et un match en séries éliminatoires. Et l'année prochaine, les Gaillards visent rien d'autre que le championnat. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir, Christophe. Le nouvel entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean, a connu une première fin de semaine parfaite à la tête de la formation avec des victoires contre Baie-Comeau, Gatineau et Sherbrooke. Frédéric Marcoux, les Sags étaient méconnaissables sur la patinoire. Effectivement, Christophe, les Saguenayens ont été très solides. Le tout a débuté avec une victoire de 4-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau à Chicoutimi. Ils ont par la suite gagné au compte de 6-3 contre les Olympiques de Gatineau le lendemain, avant de triompher dimanche contre le Phoenix à Sherbrooke. Donc les Saguenayens ont su rivaliser avec des bonnes équipes qui avaient connu des excellents débuts de saison. Qu'est-ce qui explique le succès de l'équipe? L'équipe est beaucoup plus intense. On voit des gars qui sont beaucoup moins passifs sur la patinoire. Les joueurs sont plus agressifs. Ils connaissent leur rôle et ils l'exécutent à merveille. Qu'avez-vous constaté de la façon d'entraîner du nouvel entraîneur Yannick Jean? Yannick Jean est un entraîneur très volubile derrière le banc. Il amène une dose d'émotion et il donne une chance égale aux jeunes. Il donne une chance pour eux de se démarquer. Il va toujours avec ceux qui ont le trio de l'heure, le trio du moment, qui jouent du bon hockey. C'est toujours ces joueurs-là qui vont sur la patinoire. On n'a qu'à penser en fin de semaine à Landon Schiller, qui avait beaucoup de glace contre le Drakkar et contre les Olympiques. Donc, les jeunes peuvent se démarquer et c'est une facette appréciée des joueurs. Ce que Yannick Jean, en somme, durant les 3 matchs, a avoué qu'il y avait certains points à corriger, mais il souligne qu'il se dit extrêmement satisfait du travail de sa formation. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet lorsqu'il est questionné après le match contre le Drakkar. On l'a vu, on a récolté des 2 contre 1, récolté des 3 contre 2, puis un 4 contre 2 sur le but à Roy. C'est ça, ça doit devenir ça notre identité. Et bon, là, malgré les 3 victoires, Yannick Jean a dirigé un entraînement punitif ce matin à 6h30. Oui, la nouvelle est sortie dans le quotidien. C'est un petit peu une petite surprise considérant les récents succès de l'équipe. Sauf que ça, Yannick Jean n'a pas voulu préciser il s'agissait de quoi. Il a parlé de régie à l'interne, régie interne au niveau de l'équipe. Mais ce que ça montre, c'est que si un joueur fait une erreur, c'est toute l'équipe, c'est toute la famille, puisque Yannick Jean, lors de son arrivée, a énormément rappelé l'aspect famille des Saguenayens. Donc ça montre qu'il a un côté un petit peu, on va se le dire, qui est un petit peu pointu sur les détails. Donc c'est vraiment surprenant de voir un entraînement punitif qui avait lieu à 6h30 ce matin. L'équipe est sur une bonne séquence. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre des Saguenayens pour la deuxième moitié de la saison?
Sérieusement, c'est imprévisible. On ne sait même pas si l'équipe va être vendeur ou acheteur à la date limite des transactions. Les joueurs surprennent présentement et chose certaine, on va avoir de l'excellent hockey à Chicoutimi pour terminer cette saison. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir, Christophe. Les élites de Jonquière sont partis ce matin pour le Challenge Midget 3A Reebok à Gatineau. L'entraîneur Steve Thériault est confiant pour le tournoi et veut s'assurer que ses joueurs gardent la tête froide après leur victoire de 6-1 dimanche contre le Phoenix d'Esther Blondin de Terrebonne. La première rencontre des élites est prévue demain après-midi contre les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. À la météo, Valérie Matteau, on attend plusieurs centimètres de neige à partir de cette nuit. En effet, Christophe, une accumulation de 10 cm est prévue dans les 24 prochaines heures sur l'ensemble du territoire. À Saguenay, il fait présentement -1. Ce soir et cette nuit, il y aura de la faible neige intermittente et un maximum de -8 degrés. Demain, ce sera généralement nuageux avec de la neige qui débutera tard en soirée et un maximum de -2. Pour ce qui est du lac Saint-Jean, il fait présentement -4 avec une faible neige intermittente qui se terminera en soirée. Par la suite, ce sera nuageux avec une température entre -6 et -12. Demain, on peut s'attendre à de la neige et de la poudrerie par endroits avec une accumulation de 5 cm de neige et une température maximale de -7 degrés. Pour ce qui est de jeudi, du grésil est attendu à Saguenay et un mélange de pluie et de neige pour le reste du lac Saint-Jean. Et pour le reste de la semaine, on peut encore compter sur des températures douces. C'est ce qui complète notre web journal. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.